Bonjour, je suis Luc Fario de FL Finance et Développement. Notre métier est d'accompagner les entreprises en croissance dans leurs projets de développement, l'analyse des options et l'analyse des modalités de financement et in fine la recherche des financements. Dans ce cadre, nous connaissons bien le monde des banques et des investisseurs financiers et aujourd'hui, nous allons donc vous entretenir de comment obtenir son PGE, le prêt garanti par l'État, mis en place dans le cadre de la préservation des entreprises dans la crise du Covid-19. Alors, ce PGE fait partie d'un certain nombre de mesures d'accompagnement que l'on a regroupées ici pour les essentiels. La première, c'est une prime de 1 500 € renouvelable pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros et dont le résultat d'exploitation, salaire du dirigeant réintégré, est inférieur à 60 000 € et qui ont perdu plus 50% de chiffre d'affaires. Donc chaque mois où vous perdez 50% de chiffre d'affaires, vous avez le droit à cette entre guillemets subvention qui est, elle, non récupérable. Vous avez aussi les formations remboursées à 100% pour les salariés en chômage partiel jusqu'à 1 500 €. Et puis les reports d'échéances consentis par l'État sur les échéances fiscales et sociales et pour les banques sur les prêts pour 6 mois accordés de manière entre guillemets quasi automatique. Et surtout le PGE qui nous intéresse ici, le prêt garanti par l'État. Qu'est-ce que c'est que le PGE? En bref, c'est un prêt, donc ça veut dire qu'il faut le rembourser. Garanti à 90% par l'État, ça veut dire que la banque qui vous prête garde entre guillemets 10% de risque. Sans marge, ça veut dire que la banque vous le fait au coût de ressources. En pratique, la quasi-totalité des banques se sont entendues pour un prêt à 0%. Vous payez évidemment la garantie de l'État qui est entre 0,25 et 0,50% la première année sur la taille de votre entreprise. Et c'est après à 12 ou 60 mois, l'entreprise choisissant de sa propre initiative au bout de 12 mois si elle le rembourse ou non et si elle l'étale sur quelle durée. Évidemment, le coût augmente à la fin de la première année si vous choisissez de ne pas le rembourser. Alors, qui dit prêt dit dossier de prêt. Donc le dossier de PGE, prêt garanti, va comporter 4 étapes. Une première, c'est d'où vous êtes, qui vous êtes. Le deuxième, comment commencer l'année 2020. La troisième étape, quels sont les impacts du Covid-19 sur le marché de votre activité. Et quatrième, le rebond, comment allez-vous, entre guillemets, vous en sortir. Alors le PGE, c'est un nuage de mots qui est issu de la note commune du ministère des Finances et de la Fédération française des banques, avec ce qui nous a semblé le plus important. La première chose, il n'y a pas de droit au PGE. C'est un prêt, ce n'est pas quelque chose que vous allez demander sans un minimum d'analyse. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas de contingentement. Il a été évoqué une enveloppe de 300 milliards d'euros. Vous avez toute l'année 2020 pour le demander, même si nous allons plutôt vous suggérer de le demander, entre guillemets, au plus vite. Il est accordé de manière relativement large aux entreprises qui ont une cote Banque de France satisfaisante. Et de fait, il est aussi refusé de manière systématique aux entreprises qui seraient considérées comme en difficulté, notamment au regard des normes européennes. Le fait d'être une entreprise sous LBO n'est pas un critère d'exclusion. Et si le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros de l'entreprise qu'il demande, les banques se sont engagées à, dans la mesure du possible, donner une réponse sous 5 jours, ce qui est relativement rapide. Et puis, les banques ont aussi dit qu'elles allaient se baser sur leur connaissance antérieure de l'entreprise et ne pas demander de documentation excessive aux professionnels. Alors, il faut bien lire en creux, pas de documentation excessive signifie qu'on va quand même vous demander un minimum d'informations. Alors, premier bilan du PGE au 24 avril, donc c'est après pratiquement 3 semaines de distribution. 70 milliards d'euros ont été demandés, 43 milliards d'euros ont été accordés. Donc c'est quand même à la fois relativement important, sur une période relativement courte, et le taux de refus est de 2,4%, donc c'est aussi un taux d'acceptation plutôt élevé. Quand on regarde les entreprises qui sont bénéficiaires, dans une large majorité, ce sont des PME, 13 000 PME en ont bénéficié, et ce sont des TPE, 248 000 TPE en ont bénéficié. TPE, c'est en dessous de 10 personnes, en gros, et PME, c'est en dessous de 250 personnes. Et 384 ETI, donc c'est des entreprises de plus de 250 personnes, en ont bénéficié. Quand on regarde l'immense majorité des montants, donc
pratiquement 90%, a été accordé en fait à des PME et à des TPE. C'est un dispositif qui est en constante évolution, donc nous ferons le point régulièrement, notamment sur notre site. Ainsi, le crowdfunding pourra maintenant proposer des PGE qui ne sera plus réservé aux banques. C'est par contre la revanche des banques à l'ancienne. Toutes les néobanques qui vous proposaient des services bancaires, en fait, entre guillemets, sans crédit, n'étant pas des banques de fait, ne sont pas éligibles à la distribution du PGE et vous devez donc vous adresser à une banque, entre guillemets, classique. Si vous n'avez pas de compte dans une banque classique parce que votre activité a été transférée entièrement sur une néobanque, et bien à ce moment-là, vous êtes plutôt en situation compliquée puisqu'une banque va difficilement accepter de vous accorder un PGE au lendemain de l'ouverture de votre compte. À souligner toutefois que quelques néobanques sont filiales de banques classiques et que peut-être que les banques classiques dont elles sont filiales pourraient à ce moment-là, de manière plus facile, faire quelque chose pour vous. Alors, revenons à nos 4 points. Première hypothèse, même s'il est dit que le banquier va s'appuyer sur la connaissance qu'il a de votre entreprise, retenez que votre banquier ne vous connaît pas ou peu. Pourquoi? Parce que le décideur, ça n'est pas votre interlocuteur, ça n'est pas le directeur d'agence. Les banques se sont engagées à un processus rapide qui ne remonte pas totalement toute la chaîne d'analyse des risques, mais le niveau hiérarchique qui va décider est en général quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc dans la mini-présentation que vous allez devoir faire, rappelez qui vous êtes. Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos effectifs? Si vous avez des clients clés importants, mentionnez-les, de façon à situer votre univers d'activité. Dès à présent, soulignons que pour nous, le dossier complet PGE, c'est une présentation un peu PowerPoint comme celle-ci, qui ne doit pas dépasser 10 pages. Donc il faut mettre l'essentiel de ce qui est important sans en mettre une tartine. La deuxième chose, c'est, puisqu'on va demander du crédit, quel est le comportement économique et financier de votre entreprise. Avec vous avez le compte de résultat à gauche, juste 3 éléments sur les 2 dernières années. Le chiffre d'affaires, l'EBITDA pour ceux qui sont dans la méthode anglo-saxonne, le BE pour ceux qui sont plutôt dans le vocabulaire francophone, et l'EBIT, pareil, ou le résultat d'exploitation pour les francophones. Donc ça vous suffit. 2018, si vous avez le compte 2019, évidemment, il vaut mieux les mettre. Si vous ne les avez pas de manière définitive, indiquez un chiffre provisoire pour autant que vous soyez en mesure de le donner. Et puis un résumé du bilan avec 4 cases, donc un bilan très simplifié. L'actif immobilisé, grosso modo, ça vous aide bien pour fonctionner. Le BFR qui va être un élément d'attention en fait, du PGE. Et puis comment vous êtes financé, le montant de fonds propres et la dette, puisque comme vous faites un prêt, évidemment, il va être très important de savoir quel est l'endettement que vous avez déjà. Après, le début 2020, c'est aussi un élément clé. Il faut être franc et dire la vérité. Le confinement est arrivé mi-mars, donc il est important de se dire comment l'année avait commencé. Et il y a 2 façons d'indiquer ce que vous prévoyez pour 2020. C'est de donner votre budget finalement d'origine avant Covid, si vous en aviez un, donc avec le même modèle que pour le compte de résultat. Chiffre d'affaires, EBITDA ou EBE, EBIT ou résultat d'exploitation. Et puis les 2 premiers mois avec des éléments minimalistes de contrôle de gestion, chiffre d'affaires, et si vous avez des éléments de rentabilité, indiquez-les. Tout ça pour dire, en dehors du Covid-19, finalement, mon entreprise, elle était dans quelle situation? Et c'est évidemment très favorable, c'était dans une situation de développement et positive. Et puis, parce qu'une entreprise, ça n'est pas fait que des chiffres, les succès clés que vous aviez. Est-ce que vous avez signé des nouveaux marchés? Est-ce que vous aviez un carnet de commandes élevé? C'était une indication aussi de la solidité de votre business, les projets clés que vous aviez et à quel horizon. Et puis, maintenant, on va passer à l'impact de la crise Covid-19. Là, on va parler argent, money, 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 comme dit Abba. L'impact cash du Covid. Alors, il est aussi important ici de resituer votre entreprise. Elle est sur un marché, donc la première chose, c'est de donner l'impact sur votre marché. Vous, vos concurrents, vos clients, vos fournisseurs. C'est ça qui est constitutif d'un marché. Il est évident que si vous êtes dans le tourisme ou dans l'événementiel, ça n'est pas la même chose que si vous êtes dans l'agroalimentaire. Si vous êtes une librairie, c'est pas la même chose. Si vous êtes une chaîne de coiffeurs, c'est pas du tout la même chose non plus. Vous êtes totalement fermé. D'accord? Si vous êtes dans la sécurité pour réviser des ascenseurs, vous avez encore un minimum d'activité, puisque de toute façon, c'est une activité légale obligatoire. Donc vous avez encore toujours des ascenseurs qui peuvent tomber en panne et qu'il faut dépanner. Donc il faut pouvoir vous situer dans le métier et situer comment le métier est touché, et vous, êtes-vous plus ou moins touché que le métier
eu égard aux caractéristiques propres de votre entreprise, qui peuvent être sa manière de fonctionner ou ses clients. Évidemment, ce qui est important, puisqu'on a dit dans la slide d'avant que l'on parlait de votre carnet de commandes et votre perspective, quel est l'impact sur votre carnet de commandes? Est-ce que c'est de l'annulation? Est-ce que c'est du report? Je vous donne l'exemple des sociétés de formation. Les sociétés de formation, un décret a interdit de manière très simple toutes les formations en présentiel. Donc là, la loi vous disait que vous n'aviez plus le droit d'en faire. De manière plus pragmatique, les entreprises ont annulé toutes leurs formations en présentiel jusqu'à la fin de l'année. Donc étant dans la formation, vous avez vu disparaître l'intégralité de votre carnet de commandes en 3 jours. Pas mal de sociétés de formation se sont repositionnées pour développer des séminaires en présentiel, ce qui a permis de relancer une partie de l'activité. Il est très important de dire, ben voilà, moi je l'ai fait, est-ce que j'ai déjà des clients, est-ce que j'ai rappelé mes anciens clients et est-ce qu'ils m'ont déjà fixé des dates? Il faut montrer que vous agissez et qu'on est un petit peu dans le proverbe « aide-toi et le ciel t'est droit ». Évidemment, il faut parler de mesures opérationnelles comme je l'ai indiqué. Opérationnel, c'est comment faites-vous pour essayer de trouver une nouvelle activité, redémarrer votre activité ou pallier à la baisse de votre activité. La réduction des coûts et les mesures financières qui sont notamment, avez-vous demandé le chômage partiel, avez-vous demandé des reports d'échéance, etc. Et puis, troisième point important, quelles sont les hypothèses que vous faites sur la durée de la crise et sur la reprise de votre activité? Et évidemment, avec quel chiffre d'affaires, quel effectif, et puis les enjeux BFR qui vont être des éléments très importants, puisque si la théorie vous dit que quand le chiffre d'affaires baisse, le BFR baisse, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. On a constaté par exemple que sur les 15 jours de début avril, il y a eu une augmentation de 20% des retards clients. Donc ça veut dire que vos clients vous payent un peu plus en retard. Il est possible aussi que du coup vos fournisseurs vous demandent plutôt maintenant des acomptes à la commande, même s'ils ne le faisaient pas avant. Voilà. Donc tout ça, ça va avoir des effets BFR très significatifs qui font que ce n'est pas parce que votre activité va baisser que votre besoin de financement va diminuer. Et au contraire, quand elle va augmenter, eh bien votre besoin de financement va augmenter, puisque les stocks que vous avez ne sont pas nécessairement ceux dont vous aurez besoin après la crise, par exemple. Bonne nouvelle, le PGE, il est censé financer exactement ceci. L'objectif est d'arriver à dire « j'ai besoin de combien ». Attention, j'ai besoin de combien, ce n'est pas le montant qu'il vous faut pour ramener votre trésorerie à zéro. Si vous aviez de l'argent dans la caisse, vous êtes censé le conserver. Il était censé pallier à des besoins, je dirais, de couverture de risque existants. Donc si vous aviez, mettons, 1 million d'euros dans la caisse et que vous faites 10 millions de chiffre d'affaires, il ne faut pas attendre d'avoir 0 euros dans la caisse pour demander votre PGE. Au contraire, il faut dire le 1 million, c'était une poire pour la soif, de la trésorerie de sécurité, de la trésorerie pour des investissements futurs que j'ai programmés, que j'étais en train de faire. Et donc, il est très important dans ce cas de se dire, eh bien moi, si le Covid-19 va me coûter, entre guillemets, 500 000 euros, eh bien je vous demande 500 000 euros de façon à préserver mon million. Un point que nous n'avons pas abordé ici, c'est quel est le montant que vous pouvez demander. Il y a une limite légale qui est égale à 25% du chiffre d'affaires que vous avez fait l'année précédente. Pour les entreprises jeunes, plus communément appelées start-up, même si ça donne un côté techno qui n'est pas vrai pour toutes les entreprises jeunes, la limite est exprimée en année de masse salariale récurrente. Donc si vous aviez ouvert une entreprise en octobre 2019, eh bien, vous prenez un mois de masse salariale et vous le multipliez par 24 pour avoir le montant auquel vous avez légalement le droit. Encore une fois, on vous rappelle, légalement le droit ne signifie pas que vous allez l'obtenir. L'important ici est de justifier le montant par des raisonnements et en étant relativement prudent sur la reprise de l'activité. Vous avez plutôt intérêt à supposer que vous n'allez pas repartir tout de suite à 100% et que ça va peut-être prendre un mois de plus. Soulignons dès à présent que le PGE, vous pouvez en demander plusieurs fois. C'est ouvert sur toute l'année 2020, donc vous pouvez faire une demande en mai 2020 et une autre en septembre si vous vous apercevez que ça n'est pas suffisant. Ceci étant, nous vous conseillons de bien dimensionner parce que si vous arrivez en expliquant que ce n'est pas suffisant en septembre, déjà, on va regarder exactement comment la crise s'est passée et la capacité à obtenir le prêt sera probablement diminuée, le risque étant vu comme supérieur par les banques. Encore une fois, rappelons que si les banques sont garanties à 90%, elles gardent quand même 10% de risque sans faire de marge.
Donc aucune entreprise ne peut prendre beaucoup de risques sans faire de marge. Et objectivement, elle joue le jeu de ne pas prendre de marge. Et que si on a accordé 300 milliards de prêts et qu'il y avait tous les prêts faisaient défaut, ça fait 30 milliards de pertes pour les banques, assez pour mettre, je dirais, au tapis entre guillemets, une grande partie des banques françaises. Évidemment, comme c'est un prêt, il va falloir prouver que vous allez pouvoir rembourser. Et donc, pour reprendre la chanson classique I Will Survive, je vais survivre et stronger, plus fort. C'est comment allez-vous, entre guillemets, rétablir les choses et pouvoir convaincre votre interlocuteur que vous allez rembourser. Alors, il y a deux aspects. La partie qui est BFR supplémentaire parce que vous avez dû constituer des stocks nouveaux, des stocks un peu plus importants parce que vous importez de l'étranger et que les circuits sont ralentis. Et donc, vous avez dû constituer des stocks de précaution. Parce que vos clients vous payent un peu moins vite, mais que ça va rentrer dans l'ordre, et que vos fournisseurs vous demandent des acomptes à la commande et que ça va rentrer dans l'ordre, cette partie BFR va disparaître, entre guillemets, toute seule. Donc, il faut bien l'identifier. Le deuxième, c'est la partie financement, en fait, entre guillemets, des pertes des mois de fermeture ou de réduction dramatique d'activité. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un certain temps pour, quelque part, assumer ces pertes sur les bénéfices futurs. Et donc, c'est là où vous allez devoir prouver que sur 3, 4, 5, 6 ans, vous alliez arriver à rembourser ce prêt. Comment vous allez le faire? Vous allez faire des hypothèses générales. Grosso modo, il y a quelque chose qui est à peu près fixe maintenant, c'est un début de fin de confinement le 11 mai, une reprise relativement totale de l'activité au cours de l'été suivant les métiers. Et puis, donc, peut-être faut-il faire un plan à 3 ans en insistant notamment sur l'année 2021. Toutes les banques ne vous demanderont pas ces éléments, donc n'allez pas forcément les préparer s'ils ne vous sont pas demandés. Disons, ne les donnez pas d'avance, mais par contre, les ayez prêts pour ne pas perdre de temps au cas où votre demande devient urgente. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, de notre expérience? Les banques font preuve d'une réelle bienveillance dans le cadre du processus de traitement qui s'organise, d'accord? Les processus s'organisent et auxquels il faut se plier. Alors, aujourd'hui, on voit que les premières semaines, les tout premiers jours, les banques ne vous ont pas demandé grand-chose. Aujourd'hui, certaines ont établi des questionnaires, d'accord, qui reprennent peu ou prou finalement le fil de notre document. Donc, si vous êtes déjà prêt, vous rentrez tout de suite dans le questionnaire, elle vous demande ce que vous avez pris comme mesure, etc. Il peut y avoir des questions un peu plus indiscrètes pour certaines. Le dirigeant a-t-il réduit son salaire? S'est-il versé des dividendes, etc. Donc on voit que, si vous voulez, se constitue un espèce de dossier type PGE, mais qui n'est pas si type que ça, puisqu'il est à peu près par banque. D'accord? Donc chaque banque a son propre processus de traitement. Si vous avez plusieurs banques, elles vont probablement souhaiter à ce que vous les interrogiez un petit peu toutes pour ne pas se retrouver seul en risque. S'il y en a une avec qui vous travaillez moins, il faudra expliquer aux autres pourquoi, quelque part, vous allez vous concentrer sur certaines pour demander le PGE. Et puis, il y a des processus de mettre en place qui ne sont pas si simples que ça. Certaines banques ont par exemple basculé totalement en signature électronique des documents, ce qui va relativement vite. À titre personnel, moi, ma banque n'a pas basculé sur ça, donc elle m'a envoyé par mail un contrat de prêt à signer, mais à renvoyer par la poste. La poste de là où je suis confiné étant fermée, je vous laisse à penser que ça prend un peu plus de temps. Et donc, il faut pouvoir fournir assez d'infos au bon moment. L'ensemble de toutes ces informations est reprise par des documents de référence qui sont sur notre site ou dans nos posts LinkedIn. Donc n'hésitez pas à vous suivre. Et puis si vous avez besoin, je dirais, d'aide pour constituer votre dossier, nous sommes à votre disposition, soit par mail lf@fl.finance, soit au téléphone 06 81 11 19 69. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Merci de votre attention.